Bonjour, je suis Dr Sausen Antid, professeur agrégé en cardiologie à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa. On va s'intéresser dans cette capsule vidéo de la carence martiale chez l'insuffisance cardiaque. Que doit-on retenir? La carence en fer est la comorbidité la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque. Elle se voit dans 70% des cas des formes aiguës et dans 50% des cas des formes chroniques. La carence en fer participe à l'altération des capacités à l'exercice et aggrave son pronostic. En effet, le fer joue un rôle clé dans le fonctionnement des cellules musculaires cardiaques et squelettiques. La carence en fer est associée à un risque accru de décès ou d'hospitalisation, indépendamment de l'existence ou non d'une anémie. D'où elle doit être systématiquement recherchée au cours de toute insuffisance cardiaque aiguë, chronique, à fraction d'éjection réduite ou préservée. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs études se sont intéressées à l'étude de la carence en fer et l'intérêt de la supplémentation en fer chez l'insuffisant cardiaque. Et d'après ces études, le diagnostic de la carence en fer occupe une place désormais incontournable dans les recommandations internationales sur l'insuffisance cardiaque. Par ailleurs, selon les recommandations de la Société européenne de cardiologie sur l'insuffisance cardiaque qui ont été publiées en 2021, il est recommandé de faire un dépistage systématique de l'anémie et de la carence en fer avec une recommandation de classe U niveau C. Les causes de la carence martiale chez l'insuffisant cardiaque. La carence martiale chez l'insuffisant cardiaque, elle est d'origine mixte. Donc, les causes sont nombreuses au cours de l'insuffisance cardiaque. Il y a un défaut d'apport favorisé par une malnutrition en cas d'anorexie ou une malabsorption pouvant être la conséquence de l'œdème des tissus digestifs secondaire à la congestion ou d'une augmentation de la sécrétion d'hepsidine et ou des pertes gastro-intestinales par hémorragie distillante, favorisées par les traitements anti-agrégants plaquettaires ou anticoagulants qui sont à l'origine d'une diminution du stock en fer et donc d'une carence martiale absolue. D'autre part, il existe un syndrome inflammatoire par le biais des cytokines pro-inflammatoires, notamment d'interleukine 6, qui augmente la sécrétion hépatocytaire d'hepsidine, qui diminue l'absorption du fer, qui est piégé par les macrophages, entraînant ainsi une diminution de sa mobilisation et donc une carence martiale fonctionnelle. Quelles sont les conséquences de la carence martiale? Le fer est un cofacteur enzymatique et c'est un constituant de plusieurs cytochromes, permet l'utilisation de l'oxygène par les enzymes de la chaîne respiratoire mitochondriale et son déficit est à l'origine d'une diminution de la synthèse d'adénosine triphosphate au niveau mitochondrial et de la consommation en oxygène altérant la performance des cellules musculaires cardiaques et squelettiques, périphériques et respiratoires. Chez les patients insuffisants cardiaques, la carence en fer est à l'origine d'une diminution des fonctions inotropes et lusinotropes du corps, d'un remodelage myocardique et d'une altération de la composition des fibres musculaires périphériques. De plus, le fer est nécessaire à la phase terminale de l'érythropoïèse, favorisant la transformation des érythroblastes en réticulocytes et permet le transport par l'hémoglobine ainsi que le stockage musculaire par la myoglobine de l'oxygène. Son déficit est ainsi à l'origine d'environ 50% des anémies retrouvées au cours de l'insuffisance cardiaque qui, dès qu'elle évolue, devient une maladie générale avec une activation des processus inflammatoires. La carence martiale participe à la réduction des capacités à l'exercice, un déficit en fer étant associé qu'il existe une anémie à une diminution du pic de consommation en oxygène et à une altération de la réponse ventilatoire à l'exercice, ainsi qu'à une réduction de la distance parcourue
au test de marche de 6 minutes. De plus, la carence martiale est associée à un risque accru de décès ou d'hospitalisation indépendamment de l'existence ou non d'une anémie. Quels sont les valeurs seuil pour faire le diagnostic de la carence martiale? La carence martiale se définit par le déficit en fer disponible pour le métabolisme cellulaire, entraînant des conséquences délétères en particulier sur la lignée érythrocytaire et sur le métabolisme énergétique. L'examen de référence pour estimer la quantité de fer actif dans l'organisme est l'examen de la moelle osseuse après coloration spécifique du fer qui n'est bien sûr pas réalisé en routine. L'identification de la carence martiale repose sur le dosage plasmatique de certains marqueurs du métabolisme du fer, la ferritine, qui est une protéine de stockage du fer, qui reflète les réserves tissulaires mobilisables, et le coefficient de saturation de transférine, qui constitue une protéine de transport du fer, qui permet d'estimer la quantité de fer réellement disponible et utilisable par l'organisme. Le dosage du fer sérique n'est plus justifié du fait de sa grande variabilité et les autres marqueurs du métabolisme de fer ne sont pas dosés en pratique courante. Le dosage de l'hémoglobine est nécessaire pour connaître le statut anémique, mais l'anémie n'est pas nécessaire pour le diagnostic de carence martiale. Chez le patient insuffisant cardiaque, les valeurs seuil retenues pour le diagnostic de carence martiale sont une ferritinémie inférieure ou égale à 100 microgrammes par litre ou une ferritinémie inférieure ou égale à 300 microgrammes par litre, c'est-à-dire entre 100 et 299 microgrammes par litre, qui est associée à un coefficient de saturation de transférine qui est inférieur ou égal à 20%. Ces seuils sont retenus par la Société européenne de cardiologie, sont ceux en dessus desquels un traitement correctif s'est révélé efficace. Ces valeurs seuil sont plus élevées que celles utilisées habituellement pour l'identification d'une carence martiale lors du bilan d'une anémie. Elles dérivent du postulat que dans l'insuffisance cardiaque, le taux plasmatique de la ferritine sous-estime la quantité de fer réellement disponible et utilisable, que le retentissement fonctionnel et pronostique apparaît pas pour des valeurs supérieures aux valeurs habituellement utilisées. Donc, si on fait notre bilan, et surtout si on trouve une anémie, il faut éliminer une cause spécifique de cette anémie, une cause inflammatoire, néoplasique ou hémorragique, et les recommandations indiquent de corriger la carence martiale chez tout patient insuffisant cardiaque symptomatique avec une fraction d'éjection inférieure à 45% pour diminuer les symptômes et améliorer la capacité d'effort et la qualité de vie. Et chez ceux avec une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 50% pour réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque après une récente hospitalisation. Comment va-t-on corriger la carence martiale chez l'insuffisant cardiaque? Est-ce qu'on va supplémenter en fer par voie orale, ou plutôt par transfusion du colon globulaire de sang, ou plutôt par supplémentation en fer par voie intraveineuse? Selon les recommandations de la Société européenne de cardiologie publiées en 2021, il est recommandé de supplémenter cette carence martiale chez les patients insuffisants cardiaques par fer par voie intraveineuse. Pourquoi cette supplémentation par voie intraveineuse? En effet, plusieurs études se sont intéressées à l'intérêt de la supplémentation en fer chez l'insuffisant cardiaque. Il y a 3 grandes études qui ont montré l'efficacité de la supplémentation par voie intraveineuse chez l'insuffisant cardiaque. Ces études sont l'étude FAIR-HF, CONFIRM-HF et EFFECT-HF. En effet, en 2009, l'étude FAIR-HF
qui est une étude multicentrique randomisée en double aveugle, qui a inclus 459 patients en insuffisance cardiaque chronique stable avec fraction d'éjection inférieure à 40-45% en classe NYHA 2 ou 3 et carence martiale définie par une ferritine inférieure à 100 microgrammes par litre ou 100, entre 100 et 299 microgrammes par litre et un coefficient de saturation de transférine inférieur à 20%. Ces patients-là ont reçu soit du fer injectable, soit un placebo au nivé. Le critère d'évaluation principal était l'évaluation par les patients de leur état global et la classe NYHA. L'état global évalué s'est amélioré chez 50% des patients recevant du fer par voie injectable et 28% seulement chez ceux recevant le placebo. La classe NYHA était 1 ou 2 chez 47% dans le groupe recevant du fer injectable versus 30% dans le groupe placebo. Le test de marche de 6 minutes, les questionnaires de qualité de vie étaient également plus améliorés dans le groupe recevant du fer injectable et cela de façon significative dès le 15e jour. Ce résultat était indépendant de la présence ou non d'une anémie ou d'une insuffisance rénale. Également, il y a une autre étude, l'étude Confirme-HF, qui a été publiée en 2015, qui a montré également l'efficacité du fer injectable chez l'insuffisance cardiaque. C'est une étude multicentrique en double aveugle contrôlée contre placebo et qui inclut 304 patients ambulatoires symptomatiques en classe NYHA 2 ou 3 avec une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 45%, des peptides natriurétiques élevés et une carence martiale. Ces patients-là ont reçu pendant 52 semaines du fer injectable ou un placebo. Le critère d'évaluation principal était la distance parcourue lors d'un test de marche de 6 minutes à la 24e semaine. Il y avait une différence très significative en faveur du fer injectable qui apparaissait dès le 15e jour. Tous les critères secondaires étaient également améliorés. La classe NYHA, le questionnaire de qualité de vie et les scores de fatigue. Également, l'étude Effect-HF, publiée en 2016, a évalué les effets du fer injectable versus placebo à 24 semaines sur la consommation maximale d'oxygène. Dans cette étude sur 174 patients, le pic de VO2 diminuait dans le groupe placebo et restait stable chez les patients recevant du fer injectable. Également, l'étude Iron-HF, publiée en 2016, cette étude, les variations de pic de VO2 ont été comparées dans un groupe témoin et dans un groupe recevant 150 mg de fer polysaccharide par voie orale 2 fois par jour chez 225 patients avec fraction d'éjection basse, classe NYHA 2 ou 3 et carence martiale. Cette étude a montré qu'il n'y a eu aucune différence dans les variations de pic de VO2 entre les deux groupes de patients. Sous fer oral, la ferritine n'augmentait pas sauf chez les patients les moins graves définis par un taux d'hepsidine faible. L'explication en était soit un syndrome inflammatoire chronique à bas bruit, sauf un œdème intestinal limitant l'absorption du fer oral. Également l'étude Iron Out, comme l'étude Effect-HF, a montré que dans l'insuffisance cardiaque symptomatique, le fer oral était inefficace et que le fer injectable était efficace et recommandé. Et depuis, plusieurs méta-analyses ont bien montré cet effet remarquable du fer injectable sur les paramètres fonctionnels. Donc,
on corrige la carence martiale chez l'insuffisance cardiaque par voie intraveineuse. Donc, pourquoi le fer par voie intraveineuse? Le fer donné par voie orale n'a pas montré son efficacité pour corriger la carence martiale chez le patient insuffisant cardiaque. Donc, en dehors des effets indésirables gastro-intestinaux bien connus du fer oral, l'absence d'efficacité du fer oral peut être expliquée par la limitation de l'absorption intestinale et par le fait que même si l'absorption intestinale du fer n'est pas altérée, la reconstitution des stocks en fer est trop lente. L'absorption du fer oral peut être altérée par l'œdème intestinal retrouvé dans l'insuffisance cardiaque décompensée et par l'existence de phénomènes physiopathologiques plus complexes liés à l'hepcidine. Cette hormone peptidique sécrétée par le foie, en particulier lors de l'inflammation, régule négativement le fer plasmatique. Il existe une inflammation de bas grade dans l'insuffisance cardiaque et l'augmentation de l'hepcidine entraîne une immobilisation du fer dans les entérocytes, mais également dans le système réticulo-endothélial et hépatocytaire en l'empêchant de sortir de ces cellules et de passer dans le sang. Donc, pas de supplémentation par voie orale, c'est inefficace pour l'insuffisance cardiaque. Le fer donné par voie intraveineuse permet de contourner le problème de l'absorption intestinale et de l'immobilisation des réserves et rend le fer immédiatement disponible pour son utilisation. Il y a une étude qui a évalué par IRM le taux en fer du myocarde à 7 et à 30 jours après l'injection de fer, qui est le fer carboxymaltose. Les résultats montrent que la réplétion en fer du myocarde est constatée dès le 7e jour. Cette amélioration rapide de l'utilisation du fer au niveau myocardique explique en partie l'amélioration fonctionnelle et pronostique dès les toutes premières semaines après l'injection. Quelles sont les modalités de prescription du fer injectable? Donc, on va prescrire chez nos patients insuffisants cardiaques du fer carboxymaltose qui est le seul fer injectable indiqué dans l'insuffisance cardiaque. Par mesure de précaution, comme pour tous les fers intraveineux, son administration doit être effectuée dans une structure permettant de surveiller attentivement les patients afin de détecter tous signes et symptômes de réaction d'hypersensibilité et disposant des moyens nécessaires pour assurer une réanimation. Donc, une hospitalisation est nécessaire pour la supplémentation par fer intraveineux. L'administration de fer injectable s'intègre dans le parcours de soins du patient insuffisant cardiaque en fonction de ressources hospitalières disponibles sur le plan loco-régional, que ce soit en hospitalisation classique, de jour, en réadaptation, voire en hospitalisation à domicile. Quels sont les besoins individuels en fer à supplémenter avec le fer carboxymaltose? Ces besoins-là doivent être déterminés à partir du poids corporel et du taux d'hémoglobine. Donc, pour savoir la dose convenable pour chaque patient, là, il faut suivre le poids et le taux d'hémoglobine selon le tableau suivant. La dose cumulée maximale recommandée du fer carboxymaltose est de 1000 mg de fer par semaine. Une administration unique ne doit pas dépasser 15 mg de fer par kilo de poids corporel pour l'administration par injection intraveineuse ou 20 mg de fer par kilo de poids corporel pour l'administration par perfusion intraveineuse, soit 1000 mg de fer, ce qui correspond à 20 ml. La dose unique maximale de 200 mg de fer injectable ne doit pas être dépassée chez les patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés. Après la supplémentation en fer, le clinicien doit procéder à la réévaluation en fonction de l'état du patient individuel. En cas d'anémie, le taux d'hémoglobine doit être réévalué au moins 4 semaines après la dernière administration de fer injectable afin de laisser le temps nécessaire à l'érythropoïèse et à l'utilisation du fer.
Un contrôle systématique de la ferritinémie et du coefficient de saturation de la transférine doit être effectué 1 à 2 fois par an dans le cadre du suivi des patients insuffisants cardiaques. Si le patient nécessite une nouvelle supplémentation en fer, les besoins en fer doivent être recalculés sur la base du tableau précédent selon le poids du patient et le taux d'hémoglobine. L'administration peut se faire par perfusion intraveineuse de 15 à 30 minutes pour une dose entre 500 et 1000 mg exclusivement diluée dans une solution stérile de 250 ml de chlorure de sodium à 0,9%. Des précautions doivent être prises pour éviter une extravasation lors de l'administration car il existe un risque de tatouage indélébile. Le patient doit être surveillé avec prise régulière de la pression artérielle afin de détecter l'apparition de tout effet indésirable pendant l'administration et au moins 30 minutes après l'administration du fer. Finalement, voici un algorithme de dépistage et de diagnostic de la carence martiale chez l'insuffisant cardiaque. Donc, si on a un patient qui est insuffisant cardiaque chronique avec fraction d'éjection réduite et qui est symptomatique, dans une première étape, on va faire le diagnostic de la carence martiale en dosant la ferritinémie et le coefficient de saturation de la transférine. Si on a une ferritinémie qui est inférieure à 100 microgrammes par litre ou une ferritinémie qui est entre 100 et 299 microgrammes par litre avec un coefficient qui est inférieur à 20%, on va dans une deuxième étape voir le taux d'hémoglobine. Si on a un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 12 grammes par décilitre, là, il faut exclure les autres causes d'anémie, les causes néoplasiques, hémorragiques ou inflammatoires. S'il n'y a aucune cause, là, on va supplémenter par fer injectable selon le poids et le taux d'hémoglobine. Par contre, si on va trouver un taux d'hémoglobine qui dépasse le 15 grammes par décilitre, là, on ne va pas administrer du fer par voie intraveineuse. Dans une quatrième étape, une fois on a fait notre supplémentation, on va contrôler la ferritinémie et le coefficient de saturation de la transférine lors de la prochaine visite programmée de préférence après 3 mois. Et il est conseillé de contrôler la ferritinémie et le coefficient de saturation de la transférine au moins 1 à 2 fois par an, aussi changement du profil clinique, aussi l'hémoglobine diminue. Merci pour votre attention et à la prochaine.